Bonjour, Bonjour. bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la fertilité féminine. Nous sommes sur une trilogie de vidéos. La première portait sur la fertilité masculine, vous la trouverez en ligne sur notre chaîne YouTube. La prochaine portera sur la fertilité combinée de l'homme et de la femme. Et donc aujourd'hui, nous sommes sur cette thématique qui nous fait vibrer. De la fertilité féminine, effectivement. Donc, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous avons créé Accompagnement Naturel, donc qui est le résultat de notre complémentarité de pratique que nous vous partageons aujourd'hui. Dans ce cœur accompagnement naturel, il y a la PNA, la procréation naturellement accompagnée, que nous avons créée avec Ségolène et qui nous paraît important d'évoquer, de soutenir dans nos différentes thématiques de vidéos. Et nous avons fait cette précédente vidéo sur la fertilité masculine que nous vous invitons à aller découvrir si vous le souhaitez. Je suis Ségolène Audrin, psychosomatothérapeute, praticienne en Chinetsang et formatrice en symptothermie sans y-plan. J'initie au Chinetsang, au Tao, Qigong, Tantra. Et je suis Amandine Guyot, naturopathe, iridologue et masseuse sur le secteur de la Vendée. Et j'évolue beaucoup autour des termes de la périnatalité, des troubles hormonaux et des projets de procréation. Et donc, pour commencer cette vidéo, déjà peut-être posons les bases, définissons ce qu'est la fertilité féminine. La fertilité, c'est notre capacité naturelle à donner la vie. Pour nous femmes, c'est important de rappeler notre nature cyclique. Autant l'homme, lui, est fertile de la puberté jusqu'à la fin de sa vie, autant la femme est fertile de la puberté jusqu'à la ménopause, qui est l'arrêt de la fertilité, à chaque cycle de façon ponctuelle. Et cette fertilité, on le voit, va être mouvante au fil du temps. Et aujourd'hui, on est sur une difficulté dans la gestion de la fertilité. On constate de plus en plus des troubles de la fertilité et des difficultés à procréer et à pouvoir aboutir à des projets de naissance. On sait par exemple qu'en France, il y a 6% de naissances en moins entre 2022 et 2023. Il y en a 20% en moins entre 2010 à aujourd'hui. Ça représente 46 millions de couples dans le monde qui ont des troubles de la fertilité et qui font appel à la PMA. Et donc 186 millions de personnes en individuel, toujours dans le monde. Et le ratio en France, il est aussi très important. Oui, c'est effectivement 3,3 millions d'hommes et de femmes en âge de procréer qui rencontrent des troubles de la fertilité et font appel à la PMA, ce qui représente un couple sur 7, soit près de 10%. Et donc, on constate que c'est assez épidémique en fait depuis quelques années. Et il y a aussi finalement une question sociétale, je trouve, dans le sens où l'âge du désir d'enfant reculant, c'est un des premiers facteurs par lequel la fertilité va être impactée, parce qu'il y a un décalage aujourd'hui entre l'âge biologique de l'été fertile, on va dire, de la pleine fertilité, et l'âge à laquelle le désir d'enfant apparaît aujourd'hui. En effet, on sait qu'il y a un quart des hommes, et ça on l'a vu dans la précédente vidéo, qui sont pères à plus de 38 ans. Et chez les femmes, on est au-delà de 26 ans pour le désir du premier enfant. Notamment chez les femmes, on sait que le début de la fertilité commence à la puberté, comme tu l'as souligné tout à l'heure, Ségolène. Et donc, ce début de fertilité peut commencer plus ou moins tôt. Et ça, on sait depuis quelques années qu'il y a des facteurs environnementaux qui peuvent perturber ce début de vie fertile. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui peuvent avoir leurs premières règles à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et donc leur vie fertile commence à cet âge-là. Ce qui n'est pas du tout raccord avec l'âge d'avoir un enfant dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais il est vrai que du coup, quand on arrive au-delà de 30 ans, pour une femme, eh bien, elle a déjà toute une vie fertile qui est avancée. Et aujourd'hui, le domaine médical a des mots peu honorables, je trouve, pour qualifier les grossesses. On appelle au-delà de 35 ans, la grossesse, on va l'appeler la grossesse gériatrique, qui est quand même un mot assez dur, assez raide à recevoir, je trouve. Dans le sens où on n'est pas du tout âgé d'avoir une grossesse à 35-36 ans, mais il y a quand même cette réalité biologique du décalage entre le printemps et l'été fertile, si on devait comparer ça à des saisons.
Et au-delà de 35 ans, on est un peu plus situé à l'automne de notre vie fertile. Et chez la femme, le déclin de la fertilité peut commencer à partir de 26 ans. Oui, ce qui est lié clairement à la réserve ovarienne dont tu me parlais précédemment. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Mais la réserve ovarienne, elle est assez fascinante dans le sens où quand on est dans le ventre de notre mère en tant que bébé-fille, jusqu'au 5e mois de grossesse, on va avoir de 5 millions à 7 millions d'ovocytes de créés. Et à partir du 5e mois de grossesse, le corps va effectuer une sélection et ne va garder que les meilleurs ovocytes. Ce qui fait qu'à la naissance, nous ne naissons qu'avec 1 à 2 millions d'ovocytes, ce qui est encore énorme. Il y aura toujours une sélection de pratiquer pendant toute l'enfance de la petite fille. Et à l'adolescence, au début de sa puberté, elle n'aura entre guillemets plus que 400 000 ovocytes. Et ce chiffre tombe à 25 000 à 37 ans. Mais ce qui est encore plus fascinant dans cette histoire, c'est que sur toute notre vie fertile, eh bien, on ne vivra, entre guillemets encore une fois, que 400 à 500 ovulations. Donc, on est sur un ratio de départ qui va jusqu'à 7 millions pour au final n'avoir que 500 ovulations effectives. Ça, c'est assez passionnant. Et on n'a pas tout le même terrain en fait. Et en fonction des facteurs environnementaux, ce terrain va être plus ou moins vulnérable, plus ou moins agressé même je dirais. Et ça va jouer sur la réserve ovarienne. Que ce soit les perturbateurs endocriniens, notamment pour les jeunes filles, les règles commencent de plus en plus tôt aussi parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens partout où on vit, dans tout ce qu'on mange, dans tout ce qu'on boit quasiment, il y a des perturbateurs endocriniens. C'est une information hormonale qu'une jeune fille n'est pas censée recevoir. Et ça peut impacter le début de la vie fertile avec une stimulation hormonale qui normalement n'a pas lieu d'être. Ça décale d'autant plus la vie fertile de la jeune fille qui du coup commence plus tôt. Donc fatalement, le stock va commencer à s'épuiser plus tôt aussi. Et puis il y a d'autres facteurs environnementaux comme le stress notamment, joue énormément sur la qualité de l'ovulation, sur la sélection des ovocytes, même sur le la déroulé réserve. du cycle, sur le projet de conception. Oui. La nourriture, la manière dont on s'alimente. Et quand on est en installation hormonale, l'hygiène alimentaire est fondamentale. Et nous ne sommes pas accompagnés à cet âge-là, on n'a pas les fondements d'une alimentation santé. Et je dirais même que c'est un âge particulièrement vulnérable aux troubles du comportement alimentaire. Et généralement, ce sont des jeunes filles qui sont plus ou moins bien dans leur peau et qui vont plus ou moins s'astreindre à certains comportements alimentaires, comme l'anorexie, la boulimie, les compulsions alimentaires. Et ça a un impact phénoménal sur la gestion hormonale et l'installation sereine des cycles ovulatoires. Ça, c'est quand même un gros sujet. Sans compter la malbouffe de l'adolescente. Oui, qui péjore vraiment certains comportements un peu instables hormonaux. Les pics de glycémie, l'excès de sucre va vraiment déréguler l'installation hormonale. Ça, je le souligne parce que c'est fondateur, c'est important. Et ces variations hormonales vont conduire à une prise généralement d'hormones de synthèse pour arrêter toute cette effusion qui essaye de s'installer, aplanir complètement ce qui se passe, mais du coup on bloque le process à un stade très immature. Et on retrouve cette immaturité à 25 ans, 30 ans, 35 ans, quand la femme arrête la pilule parce qu'elle souhaite concevoir, mais elle récupère finalement l'immaturité hormonale à laquelle elle a pris la pilule étant plus jeune. Donc on récupère cette immaturité hormonale finalement. Elle la retrouve quoi. Elle la retrouve, il n'y a pas eu de maturation sous pilule en fait. Donc il y a vraiment ces éléments-là. Et le sommeil aussi joue pour beaucoup, parce que les process hormonaux ne peuvent pas s'articuler. C'est comme une symphonie très fine, c'est vraiment de la dentelle, et chacun a sa place au bon moment dans le cycle circadien. Et si le sommeil n'investit pas suffisamment l'espace, il y a certains process qui ne se font tout simplement pas, qui sont remplacés par des hormones du stress, parce que quand on dort mal ou quand on s'endort très tard, eh bien c'est les hormones de stress qui sont de nouveau sécrétées. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment un frein
pour certains process hormonaux nocturnes essentiels à l'évolution. Comme facteurs environnementaux, on retrouve aussi le tabac, notamment le cannabis, les prises d'alcool qui peuvent impacter effectivement le déroulé du cycle. Tout ce qui est antécédent de trauma, notamment dans la sphère sexuelle, gynéco. Tous les traumas autour de l'obstétrique, la gynéco, la naissance, l'accouchement. Donc ça, autant de composantes psycho-émotionnelles qu'on va pouvoir accompagner l'une comme l'autre. L'utérus est une matrice et c'est une matrice qui absorbe beaucoup d'histoires, que ce soit en transgénérationnel ou en actuel, de nos précédents, parfois grossesses, comment on a vécu nos précédentes grossesses, est-ce qu'il peut y avoir un blocage, un trauma. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'utérus est une matrice mémorielle et que parfois, ça peut créer des blocages. Et grâce à ton travail notamment, tu proposes plein d'outils pour pacifier et clarifier finalement. Oui, on travaille ça en psychosomatothérapie, en Chinatsan, avec le Tao de la femme, le Qigong de la femme, le Tantra, là récemment, premier et deuxième chakra, donc on est clairement dans la thématique. Et puis le soutien en naturopathie, on le verra plus en détail tout à l'heure, avec Amandine, va être vraiment un précieux soutien, un travail de terrain. Il y a principalement dans ce monde-là, autour de la fertilité, on trouve deux espaces bien distincts. Il y a vraiment l'espace avec des causes anatomiques, génétiques, d'infertilité, qui sont vues vraiment comme des impasses et des obstructions à la procréation, à la conception. Il y a aussi le domaine plus des troubles hormonaux, et des dérégulations hormonales et des difficultés à procréer par dérégulation et instabilité hormonale. Dans ces facteurs anatomiques et génétiques, qu'on retrouve assez fréquemment à 20 à 35% des causes d'une obstruction des trompes de Fallope, avec vraiment une impossibilité pour l'ovule de processer et de descendre jusqu'à l'utérus, donc la conception ne peut pas se faire. Il peut y avoir l'endométriose, mais je suis vigilante en disant ça. Je parle d'endométriose lésionnelle, cicatricielle, celles qui ont atteint les ovaires de manière importante, qui créent des adhérences dans l'utérus et des lésions dans l'appareil reproducteur. Et ça, je le différencie vraiment des terrains endométrieuses, mais qui ne comportent pas de tissu lésionnel, des adhérences ou des cicatrices. Mais ça reste quand même un frein mécanique. On va retrouver aussi les facteurs utérins, notamment avec les déformations, les malformations comme l'utérus bicorne, l'utérus cloisonné, les atteintes d'un précédent acte chirurgical par exemple. Et ça, entre 2 à 15% des causes. On a aussi les facteurs cervicaux, donc quand j'entends facteurs cervicaux, on vient parler du col, donc toute forme d'atteinte du col, des anciennes conisations. On va retrouver le mucus cervical qui va être difficilement sécrété, difficilement fonctionnel. Il peut y avoir des causes génétiques sur ce facteur-là, à hauteur de 3 à 5%. Et enfin, on va retrouver l'insuffisance ovarienne prématurée, qui peut être causée par une difficulté génétique, notamment dans la maturation d'un gène, le gène X. Et donc là, on peut naître avec une difficulté et une insuffisance ovarienne prématurée de manière génétique. Et puis on a toutes les causes idiopathiques. Voilà, qui représentent entre 25 à 30%. C'est toutes les causes que la médecine ne sait pas nommer, ne sait pas déterminer. Il n'y a pas de diagnostic particulier pour ça, les analyses biologiques sont correctes, les analyses, que ce soit échographie, scanner, sont correctes aussi. Et là, on est typiquement dans le domaine du terrain, donc dans notre domaine. On va retrouver ensuite les troubles dits fonctionnels. Donc on n'est pas dans la pathologie à proprement parler, mais on est dans des troubles de l'équilibre fonctionnel. Et là, on va vraiment travailler dans le domaine des troubles hormonaux, qui peuvent se traduire sous forme de cascade parce que les problèmes hormonaux sont rarement isolés. Ils sont souvent la résultante de plusieurs choses qui s'intriguent les unes dans les autres. Et donc, le rôle du naturopathe et de l'anamnèse dans ce cas-là, ça va être de comprendre les liens de cause à effet et quel levier est le plus impacté en particulier chez cette personne-là. Heureusement pour moi, j'ai découvert avec Ségolène un outil
vraiment fabuleux pour travailler sur ce sujet-là et rentrer dans le détail de qu'est-ce qui se passe dans le cycle. Mais pour rentrer peut-être plus en profondeur avec quelques informations déjà à ce sujet, on va retrouver tous les SOPK. Et il y a plusieurs typologies de SOPK. Donc syndrome des ovaires polykystiques. On va retrouver des formes d'endométriose non lésionnelle ou non cicatricielle, parce que le spectre de l'endométriose est faramineux. En fait, il y a une femme pour une endométriose. L'hyperprolactinémie, dans lequel on n'en parle pas si souvent que ça, mais en fait, c'est ce qu'on appelle un cyclotoxique. Ça veut dire que ça va être un perturbateur de cycle. Un excès de prolactine dans le corps va perturber le bon déroulement du cycle ovulatoire. Les troubles thyroïdiens, parce que la thyroïde commande les ovaires. Donc si la thyroïde est en difficulté, elle sera en difficulté pour commander aux ovaires. On va retrouver aussi l'insuffisance lutéale, mais qui pour moi est la résultante d'autres déséquilibres hormonaux. Et on va retrouver des troubles de l'ovulation. Et là, c'est très très large. Il va falloir investiguer, enquêter pour trouver pourquoi l'ovulation n'aboutit pas ou le cycle est anovulatoire, ce qui peut arriver. Merci Amandine pour toutes ces précisions et revenons à présent sur le cycle naturel ovulatoire. On le nomme davantage le cycle menstruel. Or, l'ovulation, la qualité de l'ovulation va être vraiment un révélateur de l'état de santé global de la femme, sachant que chacune des étapes du cycle va être fondamentale, c'est-à-dire des menstruations qui ouvrent le cycle, des menstruations avec un flux franc, un sang qui coule, qui n'est pas avec des caillots, voilà, qui n'est pas épaissi, hémorragique, des menstruations qui sont paisibles. C'est pas normal d'avoir des douleurs et d'être plié en quatre pendant 3 jours. Voilà, le cycle est censé se dérouler paisiblement. Et quand ce n'est pas le cas, c'est un signe de déséquilibre. Ensuite, il y a toute la phase pré-ovulatoire où le nid va se constituer avant cette apothéose du cycle avec l'ovulation. Donc, un cycle est naturellement ovulatoire, c'est-à-dire il va aboutir. Si ce n'est pas le cas, c'est un loupé, mais ça doit rester exceptionnel. Et puis ensuite, une phase post-ovulatoire et même prémenstruelle qui marque la fin du cycle et qui, elle aussi, a son importance dans le déroulé du cycle et notamment dans un projet bébé. Donc, chacune des saisons du cycle, et ce, à chaque étape de vie de la femme, donc ce n'est pas la même donne à la puberté où la fertilité va apparaître et prendre le temps de s'installer comme on a commencé à le nommer en début de vidéo, et ça va demander du temps et de la patience, et c'est important d'accompagner ce processus naturel, que la femme fertile en âge de procréer avec cette liberté aujourd'hui, avec les connaissances et la conscience que l'on a de concevoir ou pas, et puis cette phase de préménopause ou encore périménopause où naturellement la fertilité va aller diminuant et ce n'est pas un problème, c'est naturel. Alors effectivement, certaines femmes, même hommes, peuvent se sentir déstabilisés parce que le repère n'est plus. Cependant, c'est une étape qui va prendre du temps, qui va s'installer en quelques années, aux alentours de 47-52 ans. On peut avoir des ménopauses plus précoces et d'autres plus tardives, mais voilà, c'est la moyenne. Et pour entrer enfin dans la ménopause, qui est cette fin de la fertilité et cette invitation à vivre ce second printemps de la vie et à donner vie sous une autre forme. C'est passionnant ce que tu racontes parce que c'est tellement en complémentarité avec mon approche en naturopathie où je milite pour une santé ovulatoire, qu'il y ait un projet de procréation ou non. La santé ovulatoire, c'est le pilier principal de la santé féminine. Et je trouve dommage aujourd'hui qu'on n'en prenne pas compte et qu'on s'intéresse à la femme que quand elle veut faire un enfant. Et c'est bien dommage
pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer. On va vous accompagner quel que soit là où vous en êtes, que ce soit dans un but contraceptif ou dans le but de différer un projet bébé ou encore de conception, voire un soutien en cas de difficulté à concevoir. Eh bien, chacune avec nos outils, moi en accompagnement individuel ou de couple en psychosomatothérapie, avec vraiment une sensibilité énergétique, avec notamment le Qinetsong, mais aussi toutes les pratiques de Qigong au féminin qui vont permettre de soutenir l'équilibre hormonal féminin, l'apaisement émotionnel, le bon déroulé du cycle et une façon de vivre étape après étape, et bien paisiblement sa féminité et donc sa fertilité. Je vais aussi pouvoir vous accompagner avec la symptothermie sans implant, qui est une méthode de contraception naturelle ou encore de conception consciente, voire d'aide en cas de trouble de la fertilité, quand l'enfant tarde à venir, en cas de projet bébé. Et cette méthode va vraiment vous permettre de mieux vous connaître, d'accompagner chacun de votre cycle, de préciser le déroulé du cycle, quand vos cycles sont ovulatoires ou non, s'ils sont équilibrés ou pas. Je dirais même que c'est vraiment une aide à l'anamnèse pour moi, la symptothermie, parce que la symptothermie va révéler des choses qui vont me permettre d'être plus pointilleuse dans l'observation de l'équilibre hormonal de la personne. Ça peut même m'aiguiller à proposer d'aller investiguer certains sujets ou d'autres, comme par exemple d'aller vérifier par les prises de sang la progestérone, la réserve ovarienne, le stress qui peut être objectivé de bien des manières. Et c'est vrai qu'en naturopathie, ça me rend plus fine dans mes conseils grâce à l'apport de la symptothermie sans implant. Et puis j'ai pu observer combien tu adaptes ton protocole en fonction des différentes phases du cycle. Et ça, je trouve ça passionnant. Oui, parce que du coup, chaque plante, chaque élément, chaque micronutriment a une importance et va avoir un impact différent sur le fonctionnement, que ce soit thyroïdien, ovarien, intestinal, hépatique. Et tout ça concorde ensemble comme quelque chose de fin, de finement réglé pour aboutir à la création d'un ovule de qualité. Et encore une fois, pas tant pour absolument procréer. Si c'est un désir d'enfant, eh bien on accompagne ce désir d'enfant, mais aussi pour une vertu de santé. Sur le long terme, jusqu'à après la ménopause, ce qu'on fait aujourd'hui a un impact sur notre santé demain, au niveau hormonal. Et de la même manière que s'écouter, respecter ses besoins à chaque phase du cycle, et bien de la même manière, prendre soin de ces cycles, et notamment de ces cycles naturels et ovulatoires, tout au long de sa vie, dès la puberté, va nous permettre de bien vivre sa fertilité, de bien vivre un projet bébé avec toutes les étapes que ça comporte, mais aussi de vivre sereinement cette phase de périménopause et même sa ménopause. Donc vraiment, on est dans une conscience globale et chacune des phases va être essentielle et l'une comme l'autre, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, avons à cœur de vous accompagner dans ces processus naturels. Et comment ça se passe concrètement? Du coup, moi, généralement, quand je reçois quelqu'un pour travailler sur sa fertilité, ses hormones, j'aime bien avoir un recul d'au minimum 3 mois parce que l'ovule met 90 jours à maturer. Donc, ce qu'on apporte en naturopathie va avoir son plein effet, son zénith en termes d'imprégnation et de résultante à 3 mois plus tard, et c'est l'ovule qui sortira dans 3 mois qui sera le mieux représentatif de tout l'apport naturel et tout le soutien qu'on a apporté. Et dans un projet de conception, on peut commencer bien au-delà. Moi, j'aime bien cette idée du 9 mois avant, 9 mois pendant, 9 mois après. Je trouve que c'est très soutenant de s'accompagner et de soutenir l'histoire dans cette temporalité-là. Peu importe la porte d'entrée, pour venir nous rencontrer et bénéficier de cet accompagnement complémentaire en naturopathie, Qinetsong, ou en psychosomatothérapie, Qinetsong, sans implant ou encore même tantra, dans l'énergie des chakras, eh bien,
Nous avons cette complémentarité de travail et vraiment à cœur de travailler ensemble, de vous accompagner en équipe et de façon personnalisée. Oui, on adaptera toujours les leviers, les soutiens, les outils à vos besoins. Et je pense qu'une des bases les plus importantes qui est en train de fleurir en ce moment, c'est la capacité de pouvoir se former en ligne, à distance, avec la symptothermie sans implant. Alors c'est vraiment le sujet du moment. Effectivement, c'est une contraception que j'enseigne depuis plus de 20 ans, jusqu'à maintenant en présentiel. Et à partir de demain, la formation vidéo sera accessible en ligne avec des coachings personnalisés, des visios mensuels pour poser toutes vos questions et recevoir du soutien dans cette démarche. Donc vraiment dans l'optique de vous autonomiser et sans limite de frontières. Si vous avez des questions à l'issue de cette vidéo, si vous souhaitez rentrer en contact avec Ségolène ou moi, si vous souhaitez également qu'on approfondisse certains sujets, parce que comme vous le voyez, c'est un sujet qui est tellement vaste, qui est tellement fascinant, je pense qu'on pourrait prendre chacun des éléments de cette vidéo et en faire une autre vidéo pour rentrer dans les détails. Donc si un de ces éléments, un de ces sujets vous a particulièrement intéressé, n'hésitez pas à nous soumettre l'idée pour qu'on puisse co-créer une nouvelle vidéo en ce sens. Et nous sommes ravis de partager toujours à quel point on vibre pour ces sujets-là, à quel point on est dans la joie et le partage. Et on vous souhaite de vivre sereinement votre fertilité et on sera présente, en soutien et disponible pour vous aider à la vivre le plus en joie possible. Donc vous trouverez en description le lien vers notre site internet pour tout ce qui est prise de rendez-vous et puis pour aller faire les curieuses ou les curieux. On vous dit à très bientôt sur notre chaîne YouTube, notre compte Instagram ou encore notre page Facebook. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.